Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Le genre en recherche, évaluation et production des savoirs, sous la direction de Laurence Guyard, docteur en sociologie, Angela Zeller, diplômée d'un master 2 en sociologie, et Magali Le Sueur Janoyer, docteur HDR en agronomie. Un ouvrage aux éditions QIAE 2024, maison d'édition scientifique et technique issue de la recherche publique française, que je remercie pour l'envoi. Alors si la démarche peut surprendre, elle est pourtant essentielle. Penser qu'au sein de la recherche, il n'y aurait pas de stéréotypes, d'inégalités, de rapports hiérarchiques, de domination, des rapports de pouvoir, et bien évidemment des biais, seraient justement des biais. Alors les biais sont des prises de décision sous-optimales fondées sur un détournement ou une simplification systématique des principes de rationalité. Donc les biais ne sont pas des erreurs individuelles isolées, ce sont bien des mécanismes systémiques souvent invisibles qui orientent les décisions et produisent des effets cumulatifs. Alors en effet, on le sait en France, l'enseignement supérieur et la recherche sont toujours marqués par un déséquilibre entre les femmes et les hommes dans des proportions proches de celles constatées au niveau européen. Alors quid des hiérarchies dans les postes académiques, quid des biais de genre dans les questions d'évaluation et de production? Pourquoi de manière persistante le genre suscite eh bien, toujours autant de résistance, de réactance, des réactions d'ennui, pour citer Verschoor? Pourquoi les études de genre féministes continuent d'être dévalorisées, méprisées, considérées non scientifiques, particulières ou encore entachées de passion? L'objet des recherches en genre, ainsi que les méthodes où les chercheurs et chercheuses féministes ont longtemps été ou sont encore considérés comme illégitimes, précise donc Christine Verschoor, qui ajoute que les recherches en genre ont toujours dû faire rupture avec des sciences sociales que l'on pourrait qualifier de normales, normal, N-O-R, M-A, accent circonflexe, L-E-S, pour citer Chabot, Richter et al. Alors Angela Zeller, Laurence Guyard et Emmanuel Simon expliquent bien que de nombreuses études réalisées ces 30 dernières années montrent bien que les stéréotypes et les approches scientifiques aveugles au genre introduisent de véritables biais dans la production de connaissances, pour citer Mattevon et Viennot, alors même que des recommandations visant à prendre en compte la dimension de genre et ou de sexe en recherche se sont multipliées dans les années 1960 et on est encore en 2026. Il n'est pourtant pas nouveau de rappeler que les stéréotypes de genre maintiennent et organisent de la hiérarchie sociale. Alors pourquoi est-il nécessaire de rappeler la nécessité de transformer les rapports de pouvoir dans la production et la circulation de savoirs féministes? Une chose est sûre, quel que soit l'environnement, on retrouve ces problématiques de stéréotypes, de biais de genre, de rôles sociaux de genre, de rôles de domination, d'essentialisation. Et les stéréotypes de genre sont difficiles à déconstruire. Les résistances peuvent être conscientes ou inconscientes. Et il faut, pour les travailler, du temps long. Alors, il est clair que malgré les dynamiques fortes d'égalité professionnelle, la formation et la sensibilisation ne sont pas des conditions suffisantes pour lutter contre les biais de genre, même si elles finalement sont des leviers quand même déterminants. Alors le constat est clair, depuis plus de 20 ans, les études montrent l'existence de biais de genre persistants dans le monde académique de manière générale. En outre, précisons que la parité n'offre pas la garantie d'une absence de biais de genre dans l'évaluation. Il y aura beaucoup de choses à dire sur la parité, qui est souvent assez mal comprise, tout comme la mixité d'ailleurs. Alors d'où ici aussi l'importance des formations spécifiques sur les notions de genre, de sexe, d'égalité et donc de parité. Alors quid du taux de succès et du genre des candidates et candidats? Quid de la sous-représentation des femmes dans les carrières académiques? Quid des inégalités dans l'accès aux femmes en poste permanent? Quid des discriminations statistiques? Quid des femmes minoritaires au sein du corps professoral universitaire? Quid encore des procédures de recrutement plus favorables aux hommes? Ou encore, quid du maternage intensif? Alors, toutes ces questions font partie des objets qui sont travaillés dans le document. Alors, parmi quelques pistes présentées, on peut retenir l'idée d'augmenter les proportions de femmes parmi les expertes et experts intervenant dans les processus d'évaluation, de mieux sensibiliser les évaluatrices à l'existence de biais de genre, en commençant par expliquer ce qu'est un biais, et un stéréotype d'ailleurs, réfléchir à une culture actuelle de la recherche, aux valeurs qui la sous-tendent, de garantir des chances égales, de poursuivre une carrière académique et des conditions de travail favorables propices à l'excellence scientifique,
ou encore faire la lumière, sur les problèmes et déséquilibres existants. Donc l'idée, c'est de ne pas être dans le déni non plus. Donc l'analyse critique de la production des connaissances dans le domaine des études féministes et de genre, dans le développement, suggère des pistes à explorer pour libérer le monde de la recherche des biais de genre qui l'entravent, ajoute donc Christine Verschoor. Alors les stéréotypes et biais de genre, poursuivent au final, d'irriguer, les champs d'évaluation, de production des connaissances, donc c'est donc bien l'affaire, de l'ensemble, et bien des actrices, des écosystèmes. Alors derrière finalement, l'idéal d'objectivité, scientifique, et bien des rapports de pouvoir persistent. Je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage, je pense que c'est nécessaire, pour tout le monde en fait. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.